Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. La CAN se poursuit en Côte d'Ivoire, notre pays frère. Et nous leur disons bravo pour l'organisation qui se passe jusqu'à présent dans l'ensemble très bien. Mais comme nous sommes ici sur cette chaîne pour parler de géopolitique, de géostratégie, nous continuons nos analyses et nos décryptages des différentes matchs, des différentes situations sous un angle géopolitique, sur un angle géostratégique. Et nous vous impliquons là à vous prononcer également. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre des pouces, à partager, à cliquer sur la notification. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important de vous abonner. Parce que en plus de ce que la CAN, on est en train de faire à la CAN, les heures du sport, il y a des choses qui se passent derrière la CAN. Je veux dire que les puissants organisent des choses un peu macabres par derrière. Je vous ai parlé du coup d'État qui a eu lieu le jour même de l'ouverture de la CAN au Burkina Faso. Disons bravo au capitaine Traoré qui a survécu à ce énième coup d'État, à ce troisième coup d'État, tentative de coup d'État. Pourquoi est-ce qu'il a en voulu? On arrive là-dessus. Donc maintenant, avant-hier, les États-Unis et l'Angleterre se sont arrangés pour bombarder le Yémen. Oui, ils disent qu'ils ont bombardé les Houthis, mais ils ont bombardé le Yémen, ils ont bombardé un territoire. On n'en a pas trop parlé et ils ont profité également de cette même situation pour vous dire comment ces Occidentaux, avec leurs pareils africains, fonctionnent. Ils ont profité de la situation que l'Europe et l'Afrique ont les yeux tournés vers la CAN pour aller commettre ce massacre. Un énième massacre pour aller ouvrir un autre front de guerre. Donc nous allons en parler dans une autre vidéo. Mais de quoi est-ce que nous voulons parler aujourd'hui? Si vous voulez donc en savoir, mettez-nous des pouces. Le titre vous indique déjà bien des choses. Mettez-nous des pouces, de nombreux pouces, pour qu'on essaie de décrypter la situation qui nous préoccupe jusqu'à présent. Parce que la défaite du Cameroun va laisser des vagues encore sur un long bout de temps. C'est vrai que certains spécialistes disent qu'on aime se mettre dos au mur. Mais est-ce que les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, vont s'en sortir en se mettant dos au mur? Les deux beaux-frères, est-ce qu'ils vont s'en sortir en se mettant dos au mur? Si le Cameroun s'est toujours en sorti dans ces situations, nous ne sommes pas sûrs que la Côte d'Ivoire va également s'en sortir. Ben, ils vont attendre donc tous les deux le troisième match pour savoir s'ils vont s'en sortir ou pas. Et même si cette fois-ci ils s'en sortent, on va bien se poser des questions, des points d'interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses qui se sont passées par-delà? Et on sait que les pouvoirs politiques en place sont capables de ce genre de situations. Oui, on les connaît, les pouvoirs politiques en place dans les deux pays qui ont tendance à fonctionner sur la même façon. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui les ramène dans cet état. D'une situation qui fait que le football dans ces pays est encore tatillon malgré le nombre élevé de stars qui sont dans leurs équipes. Malgré, ils sont parmi les pays qui ont une équipe nationale à valeur marchande très élevée. Mais comment se fait-il que maintenant, dans les compétitions, on ne les trouve pas autant briller qu'à l'époque où ils avaient quelques stars, mais ils avaient une certaine cohésion de jeu? Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que la politique s'est immiscée. Et il y a une politique qu'on appelle au Cameroun et qui, même qu'on dit au Cameroun, qui est un rapprochement sociologique des joueurs, une politique de rapprochement sociologique, même si on ne le dit pas en Côte d'Ivoire, mais cela a son effet. Et ça fait aussi également partie de tout ce qu'on considère comme les non-dits dans l'application ou la gestion des États. Parce qu'il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on écrit dans la Constitution, ça c'est pour le vécu. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas, mais qui est les non-dits de la gestion d'un pays, mais qui est très évident sur des décennies. Et nous allons parler des non-dits qui fait que la politique en Côte d'Ivoire, la politique au Cameroun s'immisce forcément dans le sport et ça a des implications sur la performance des équipes nationales qui veulent prendre tout ça, engranger tout seul, que les pouvoirs en fait veulent engranger tout seul à leur propre bénéfice. Comment comprendre cela? Mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo parce que là nous allons parler de façon détaillée des politiques de rapprochement sociologique qui a cours, mais qui n'est pas pas le cas au Sénégal. Nous allons en parler dans une autre vidéo pour dire bravo au Sénégal de ce côté et nous allons analyser, faire une situation, une analyse et un décryptage géopolitique du cas du Sénégal en lui disant bravo parce que le Sénégal a pris le contre-coup de ces deux pays. Donc, si vous êtes prêts, on entre dans le fond du jeu. Quand je parle de la politique de rapprochement sociologique,
Les Camerounais connaissent bien ce que cela veut dire. C'était un professeur d'université, un grand professeur d'université qui a sorti ces mots. Parce que chaque fois qu'un intervenant, un Camerounais au Cameroun, comme nous autres, faisait une sortie ou faisait une analyse, on trouvait toujours qu'un acteur avait des liens avec le principal opposant et dont on disait toujours qu'il était proche du principal opposant. Et on parlait donc de rapprochement sociologique. Voilà. Et on a obligé, même ce professeur, on a tellement commenté qu'on a obligé ce professeur à pouvoir même retirer sa parole. Et depuis peu, on ne le sent plus tellement sur les médias. Mais bien avant lui, il y a également un autre professeur de très grand rang, un très grand constitutionnaliste, paix à son âme, qui vient de décéder et qui disait qu'il ne souhaiterait pas voir qu'un Bamileke a étudié impossible. Donc, voilà, il est mort, mais est-ce que sa pensée c'était non? Au contraire, elle est encore plus vivace. Et ce sont les non-dits qu'on ne dit pas, mais tout le monde est unanime. Beaucoup de gens qui sont autour du pouvoir sont unanimes de savoir que il y a des zones réservées au Cameroun où les anglophones ou les Bamileke n'ont pas accès. Même si ce n'est pas écrit dans la Constitution, mais ça s'applique et ça se vit. Cette fois-ci, nous allons voir comment ça se vit dans le sport. Est-ce que c'est différent du cas de la Côte d'Ivoire? Nous allons aussi voir le cas que ce n'est pas différent de la Côte d'Ivoire. En fait, donc, on parle de rapprochement sociologique de façon globale dans le contexte camerounais. C'est de faire en sorte que ceux qui ont la parole assez libre sur les médias font toujours un lien avec l'opposition camerounaise, avec les opposants camerounais et trouvent toujours qu'on a un parti pris pour eux si vous appartenez à cette région de l'ouest de Bamileke, si vous appartenez à la région du nord-ouest, du sud-ouest ou si vous appartenez à la région Bamileke. Donc, voilà ce qui fait que chaque fois qu'un acteur venant de ces régions prend position et que le pouvoir n'apprécie pas, même quand le pouvoir est d'accord, il pose des problèmes là-dessus, il pose des interrogations pour rejeter votre initiative. Parce qu'on ne souhaiterait pas que votre initiative, même si elle est très positive, prenne corps et fasse rayonner la nation. Donc voilà ce qu'on appelle la politique de rapprochement société et qui est très critiquée au Cameroun. Comment ça s'applique donc dans le sport? Donc depuis les années 80, comme je vous ai dit, moi j'ai commencé à suivre le sport depuis les années 80, tout petit nous comprenions qu'il y a une loi dans l'équipe nationale du Cameroun qui voudrait qu'on n'ait pas plus de 2 titulaires originaires de la région de l'ouest du Cameroun. Qu'on n'ait pas 2 titulaires Bamileke dans la région de l'ouest du Cameroun. Et à cette époque déjà, dans les années 80, on n'avait presque pas d'anglophones déjà dans l'équipe nationale. Donc, on savait déjà que l'establishment du Cameroun faisait que les nordistes appartenaient à une certaine catégorie. Ils étaient au pouvoir déjà avec le premier président qui était de la région du Nord et que les Bamileke étaient plutôt même à l'université, dans les sciences et dans le commerce et dans les petits métiers informels. Voilà. Et puis, les gens du centre, et c'était eux qui avaient la parole. On les présentait comme des gens de lettres, les gens qui étaient mieux posés pour parler à la télévision, à la radio. C'était les grands littéraires, c'est eux qui étaient dans l'administration, c'est eux qui étaient les mieux positionnés. Voilà. Donc, voilà comment l'establishment a fonctionné. Et à contrario, dans le cas du sport, on disait que les Bamileke ne savaient pas jouer au football. Quel sport les Bamileke savent jouer? Et à l'époque, les grands clubs du Cameroun se trouvaient entre Douala et Yaoundé, où vous n'avez qu'à voir Tonnerre, Union, Canon Sportif, tout cela était. Mais Racine Babsam est venu de temps en temps bousculer cette hiérarchie, apparaissant et redisparaissant, le pouvoir s'arrangeant pour qu'il ne participe pas effectivement à des compétitions sur le plan international, sur le plan africain, la Coupe des clubs champions, la Coupe des vainqueurs de coupe, ainsi de suite. Et cela s'est étendu également à Bambuto Sembouda. Donc, les clubs venant de l'Ouest et du Nord-Ouest n'avaient pas le soutien nécessaire pour pouvoir participer aux compétitions internationales. Donc, ceci dit, quand dans les années 80, on pose déjà on fait circuler une idée pareille. Et à cette génération-là, Roger Mila était bien là. Il était bien là. Et le meilleur joueur dans le championnat à l'époque, ce n'était pas lui. Georges Weah, qui est président de Libéria, il a joué dans le championnat à l'époque à Tonnerre de Yaoundé avant de partir. Il déclarait que le meilleur joueur de l'équipe nationale du championnat camerounais, le meilleur attaquant de cette époque-là, de cette génération, c'était John Kep Bonaventure, originaire du Onkam, Mbamileke. C'était lui le meilleur attaquant. Mais est-ce que vous l'avez vu briller vraiment de mille feux dans l'équipe nationale? Non, il n'a pas eu cette opportunité. C'est vrai qu'on va dire que les blessures, mais ces sélections posaient toujours des problèmes par rapport à ses coéquipiers qui venaient des régions du centre et du littoral.
Donc voilà à peu près ce qu'on explique sur les rapprochements sociologiques. Et depuis ce moment, jusqu'à ce jour, les non-joueurs, les joueurs originaires de l'Ouest et du Nord-Ouest posent toujours un problème à l'équipe. Qui sont ceux qu'on ne sélectionne pas? C'est toujours eux, les noms qui posent problème. Donc vous allez voir que la plupart des joueurs dont se plaignent qui n'ont pas été sélectionnés, c'est tous les gens venant de cette région, quelle que soit leur performance à l'étranger. Donc les noms originaires de l'Ouest et du Nord-Ouest posent un problème dans l'équipe nationale qui est largement dominée par les Bassa. Donc il faut le dire, c'est largement dominé par eux. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont à la tête de la fédération, dans l'administration, après avoir quitté le terrain. Ils nous ont rendu satisfaction, mais actuellement, sur le plan de la gestion, ça pose d'énormes problèmes. Or, la jeune génération des Bamileke qui ont pris le pouvoir, qui sont expatriés, savent maintenant jouer au football. Et on a vu, quand je dis cela, les gens me disent non, ne vois pas ça sous cet angle. Quand l'équipe du Cameroun a remporté la CAN 2017, regardez un peu le nombre de Bamileke qu'il y avait dans l'équipe pour remporter. C'est parce que l'équipe était déjà perdue, qu'on a laissé tout faire à l'entraîneur et qu'on a sélectionné qu'il y a eu trop de Bamileke dans cette équipe. Or, depuis peu, on cherche, mais on trouve toujours qu'ils sont à la bonne position. C'est vrai que des joueurs comme Choupo-Moting, voilà encore qui récemment pose problème parce qu'il est un des meilleurs attaquants de l'équipe, mais qui n'a pas été sélectionné. On nous a plutôt proposé même de recruter 3 gardiens à la place de pouvoir recruter 3 attaquants parce que parmi eux, il se trouvent les Bamileke. Donc vous voyez que leur nombre sur le terrain est toujours très limité et pose des problèmes de sélection. Donc le rapprochement sociologique fait que au Cameroun, les joueurs venant d'une certaine région, et on va parler officiellement de la planification territoriale, posent un certain nombre de problèmes. Et aujourd'hui, plus de 40 ans après, le problème est toujours encore vivace et ça a des répercussions sur l'image de l'équipe nationale. Donc voilà une équipe qu'on a amenée, mais qui manque de fondement national, qui n'a pas cette ferveur nationale. Est-ce que l'équipe nationale du Cameroun est une nation? Ça pose encore de problèmes, c'est encore bien segmenté. Contrairement à l'équipe nationale du Sénégal, qui est une vraie nation, nous allons en revenir là. Donc la nation sénégalaise se reconnaît dans l'équipe nationale du Sénégal et on va en revenir là-bas. Qu'est-ce qu'il en est du cas de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, même si on ne parle pas du rapprochement sociologique, mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous n'en sommes pas loin. Depuis les événements de la crise post-électorale, depuis les années 2010-2011, on s'est rendu compte que le président d'alors, Laurent Gbagbo, venait d'une région qu'on appelle les BT. Il fait partie de ce qu'on appelle les BT. Mais malheureusement pour lui, pour les joueurs, pour certains joueurs venant de cette région, ils n'ont pas eu la grâce d'être supportés par le pouvoir, notamment le cas de Drogba. Peut-être s'il ne vient pas de là, dites-moi dans les commentaires s'il n'est pas BT. Et il a eu l'initiative donc de dire qu'il faut réconcilier le peuple et parler à haute voix. Mais le pouvoir qui a succédé, qui a pris le pouvoir ayant conquis l'esprit, forcé l'esprit des Ivoiriens, a persisté que ce n'est pas lui qui n'était pas bien indiqué pour parler de la réconciliation. Et on a plutôt ouvert le tableau. Il était le premier, mais on a plutôt préféré quelqu'un comme Assalfo pour pouvoir parler de la réconciliation. Et tous les autres artistes se sont tus. Tous les artistes qui ont soutenu se sont tus. Et on a fait éteindre les autres voix. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur le plan du sport? C'est pareil. Ce qui veut dire que tous les gens qui viennent des régions qui n'ont pas supporté le pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Là également se pose également un problème de sélection. Donc, il y a certains joueurs qui ont amené la Côte d'Ivoire à la qualification et qui n'ont pas été sélectionnés. Et ça pose le problème. Makosso le dit très bien, puisqu'il est dans les deux camps, dans les deux pays. Pitié pour lui, parce que là, ça fait très mal. Yako, parce que ça fait très mal de voir ces deux pays qui soutiennent le plus être en situation difficile. Or, tant que ces deux pays ne surpassent pas cette situation de rapprochement sociologique, d'indexer des joueurs pour des raisons politiques et sociologiques et des analyses qualitatives, là, ces deux pays auront de la peine à bâtir une équipe effectivement nationale avec une âme dans laquelle tout le monde se reconnaît. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, souffre de cet esprit nationalisme. Et tout le monde en parle, le Hemle, qui est l'esprit de force qu'on avait, la cohésion de force qu'on avait, est en train de disparaître. Et encore, ce qui fait plus mal, pour ceux qui le savent, le Hemlendje, qui était, dont l'emblème même de ce joueur, c'était Rigobert Song. Mais malheureusement, il n'a pas pu insuffler ce Hemle aux joueurs qu'il est en train de sélectionner.
Vous voyez que depuis la Coupe du Monde, on se disait qu'après la Coupe du Monde, on devait avoir une équipe type. Mais depuis, de sélection en sélection ou de match après match, on a vu les défenses les joueurs de la défense changer au jour du lendemain. L'équipe s'est modifiée, s'est remodifiée et on ne connaît plus. Le brassard change de main maintenant à tout va. Donc, au Cameroun, on connaissait un titulaire qui avait le brassard, mais maintenant, c'est n'importe qui peut porter le brassard dans l'équipe nationale du Cameroun, ce qui n'était pas le cas. On vient donc de casser une tradition. Donc, nous disons, les rapprochements sociologiques dans le sport à ces moments-ci, pour la souveraineté des peuples, pour la construction d'une nation, doivent se taire. Sinon, ces pays ne peuvent pas aspirer à un nationalisme, à la construction d'une nation digne de ce nom ou à une certaine souveraineté. Donc, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, mettez-nous des pouces. Si vous appréciez ce que j'ai dit, mettez-nous des pouces. Et si vous n'êtes pas d'accord, laissez-nous des commentaires. Ce serait toujours intéressant qu'on essaie d'échanger pour comprendre si mon analyse va un peu dans le sens contraire des choses. Dites-nous si ce n'est pas le cas. Donc, voilà ce que j'ai vu là pour le cas de la Côte d'Ivoire et le cas du Cameroun qui sont très proches. Vous voyez, ces pays n'ont pas une langue nationale, ces deux pays n'ont pas une langue nationale. Et ils parlent toujours le français quand ils se rencontrent. Le Cameroun comme la Côte d'Ivoire, ils sont très proches. On se dit que c'est les belles familles, mais ça ne remonte pas. La belle famille ne remonte pas seulement à Ito qui a épousé une Ivoirienne, mais ça remonte aussi à Mewe. Avant, Mewe a épousé également une Camerounaise et une Bamileke plus précisément. Donc, nous disons, les familles camerounaises et les familles ivoiriennes, ils sont ensemble depuis fort longtemps et dans des sphères un peu plus disparates. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-nous des pouces si vous appréciez. Laissez-nous des commentaires si j'ai divagué ou si j'ai fait un dérapage. Donc, voilà pour une analyse géopolitique de la politique des sports et des rapprochements sociologiques qui fait souffrir des pays comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire, deux pays frères, donc qui ont peut-être presque les mêmes destins. Donc, mettez-nous des pouces. Nous le faisons, cette petite critique, dans le sens de la construction pour voir comment est-ce qu'on pourrait essayer d'arranger les choses et avancer vers des pays qui ont pris des bonnes initiatives, comme le Sénégal, que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci. Pendant que la Tanzanie et la Zambie sont en train de jouer, nous voici donc dans les deux couleurs de ces deux pays et nous leur disons bravo, nous saurons lequel choisir, que le meilleur gagne entre eux. Mais deux pays de l'Afrique de l'Est. Merci et à tantôt.